Tout le monde aime les deux premiers Terminator, mais dès qu'on parle des autres, c'est un peu plus compliqué. C'est quoi la pire suite et quels épisodes faut-il sauver? Pour moi, Terminator 3 fait partie des moins pires et il a même failli être un vrai bon film, et je vais vous expliquer pourquoi. Salut, c'est Geoffrey et je reviens pour parler de Terminator, ou plutôt des Terminator moins aimés, parce que j'avais déjà fait une vidéo pour dire tout ce que j'aime dans le bancal Terminator 4 Renaissance, qui avait failli sauver la saga avant que tout ne soit annulé. Et je me suis dit que j'allais revenir pour parler du film d'avant, Terminator 3, le soulèvement des machines. C'est pas un épisode très apprécié, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment détesté non plus, c'est un peu entre les deux, si bien qu'il est parfois gentiment oublié, surtout que depuis, Terminator Genesis et Terminator Dark Fate ont fait diversion vu la haine qu'ils se sont pris. Mais bon, soyons honnêtes, je l'aime plutôt bien ce Terminator 3, mais il a de gros problèmes. Le plus évident étant qu'il ressemble quand même beaucoup à un pauvre remake du deuxième. Et en même temps, c'est aussi pour ça que je le trouve si malin, parce que c'est presque le sujet du film qui se joue des attentes en nous piégeant. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en reparler. D'autant qu'il est né dans un sacré bordel, ce qui en fait un parfait prototype de ce qui ne tourne pas rond à Hollywood. Ayez bien en tête que 8 années se sont écoulées entre Terminator 2 et Terminator 3, 8 années durant lesquelles à peu près tous les gens impliqués ont bataillé pour faire le film ou pour empêcher les autres de le faire, dans une espèce de guerre d'argent et d'ego. De qui je parle? De James Cameron, évidemment, de Gail Ann Hurd, sa productrice et co-scénariste sur le premier Terminator et accessoirement son ex-femme, de Schwarzenegger, du studio Carolco avant qu'il ne coule en 1995, puis de ses fondateurs Mario Kassar et Andrew Vaina qui ont essayé de la faire à l'envers à James Cameron, du studio Fox, du studio Miramax, on a même eu Canal+ qui a mis son nez dedans à un moment. On va pas y passer 3 heures, mais en gros, James Cameron a longtemps tourné autour du pot, hésitant à s'impliquer dans un Terminator 3 en tant que producteur ou scénariste, sachant qu'à l'époque il était légèrement occupé par un petit film qui s'appelle Titanic. Mais Schwarzenegger avait très envie de faire un 3e épisode de préférence avec lui, donc il essayait de le convaincre. De toute évidence, James Cameron a longuement hésité à lâcher l'affaire. Il a envisagé de racheter les droits via sa boîte Lightstorm Entertainment fondée à l'époque de Terminator 2. Il pense aussi que le studio Fox allait les racheter, ce qui l'aurait arrangé. Sauf qu'il ne prenait pas cette affaire au sérieux selon Schwarzenegger, notamment parce qu'il voulait que James Cameron réalise le film, sinon ça les intéressait beaucoup moins. Gail Ann Hurd a de son côté fini par revendre sa part des droits, et au final, Andrew Vaina et Mario Kassar, qui avaient produit Terminator 2, ont mis la main sur Terminator pour officiellement lancer le 3e épisode en 1998. Eux qui avaient coulé la célèbre boîte de production Carolco, eux qui s'étaient embrouillés au point de se séparer, eux qui avaient caché à James Cameron qu'ils essayaient de mettre la main sur les droits de Terminator, alors que le cinéaste leur faisait tellement confiance qu'il les avait invités à une projection de Titanic dans une version pas terminée. On serait donc sur de vrais bons chacals hollywoodiens. En tout cas, le duo de célèbres producteurs a récupéré tous les droits de déclinaison de Terminator à peu près à la même époque où Titanic était en train de tout exploser au box-office, et ils annonçaient vouloir enchaîner Terminator 3 et 4, qui devait déjà se dérouler dans un futur post-apocalyptique. Donc ils y croyaient à fond et évidemment ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, Terminator 3 a traîné beaucoup plus longtemps que prévu. En tout cas très vite ils ont également mis la main sur l'autre gros atout de Terminator, Arnold Schwarzenegger. James Cameron lui avait donné sa bénédiction pour qu'il fasse un Terminator 3 sans lui et lui a sorti une phrase qui résume bien la situation: s'il te propose un bon scénario et un gros chèque, n'hésite pas. Il y a au moins un de ces deux points qui a été respecté puisque Schwarzenegger aurait touché la coquette somme de 30 millions de dollars pour revenir. Et si ça vous semble énorme, c'est normal. Même dans le monde délirant de Hollywood, c'était un énorme salaire. Surtout si on le ramène au budget total du film, estimé à 180-200 millions de dollars. Ce qui veut dire que Schwarzenegger représentait en gros 15% du budget total du film. Et c'est pas tout, puisque selon un article de Slate publié en 2005, il avait signé un contrat en béton armé. Il y avait une clause de pay or play, donc ça veut dire qu'il allait être payé même si le film ne se faisait pas. Si le tournage se prolongeait, il allait être payé plus d'1 million de plus par semaine, et il avait un pourcentage sur les recettes. Une fois que le film était rentré dans ses frais, il touchait 20% des recettes sur tous les territoires et sur toute l'exploitation du film, donc pas juste au cinéma. On parle des ventes TV, des DVD, des jeux vidéo et tout ça. Et puisqu'on parle de gens riches, vous saviez qu'Écran Large existe grâce aux magnifiques personnes qui ont un abonnement. Je fais une pause de 10 secondes pour vous rappeler que c'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire exister Écran Large. Si vous voulez et pouvez nous aider à rester un média libre et indépendant, et je peux vous garantir que c'est archi compliqué actuellement, vous pouvez vous abonner à Écran Large. Vous aurez accès à des articles exclusifs chaque semaine et vous aurez une place spéciale dans nos petits cœurs aigris. Les détails sont dans la description de la vidéo. Faut bien avoir en tête qu'à l'époque, Schwarzenegger était vraiment le roi du pétrole. Il avait un pouvoir immense
et il était ici en position de force. Personne n'osait vraiment imaginer un Terminator 3 sans lui, donc il en a profité. Il avait même un droit de regard sur l'équipe pour valider le choix du réalisateur et des autres acteurs et actrices par exemple. Et pour rappel, il était en plein lancement de sa carrière politique à l'époque. Donc des gens comme Bill Clinton sont passés le voir sur le plateau. En juillet 2003, Terminator 3 sortait au cinéma et en novembre, Arnold Schwarzenegger a été élu gouverneur de Californie. Sacrée vie pour le bonhomme quand même. Bref, avant de tourner le film, il y avait beaucoup d'argent en jeu avec ce Terminator 3, juste avec les questions de droits et de salaire de Schwarzenegger. Mais comme c'était une opération en or, ça n'a pas été difficile de récupérer de l'argent auprès des studios. Notamment Warner Bros qui a lâché 50 millions de dollars pour les droits de distribution en Amérique du Nord, et Sony, près de 80 millions pour les droits dans le reste du monde. Pour eux, la seule condition était d'avoir Schwarzenegger, tout le reste était probablement secondaire. Et ça s'est vu avec le reste du casting. Au départ, Edward Furlong était censé reprendre le rôle de John Connor après Terminator 2, mais il a finalement été écarté à cause de ses problèmes de drogue à l'époque. Nick Stahl a été casté à sa place. Au départ, c'est Sophia Bush, vue dans la série Les Frères Scott, qui devait incarner le rôle de Kate. Mais après un mois de tournage, elle a été gentiment virée parce que apparemment, elle faisait trop jeune à l'écran et ça ne marchait pas. Claire Danes, qui a 3 ans de plus qu'elle, seulement, a été engagée pour la remplacer en 24 heures. Quant au rôle du nouveau Terminator tout méchant, l'équipe a envisagé plein d'options différentes. Dites-vous qu'à un moment, Vin Diesel a été évoqué. Il sortait du succès du premier Fast and Furious, donc c'était son grand moment, mais très vite l'idée d'un Terminator avec une apparence de femme a été validée, et c'est Kristanna Loken qui a été choisie. Côté réalisation, on sait comment une personne a refusé, Ang Lee. Il sortait de Tigre et Dragon et il a eu le choix entre Terminator 3 et Hulk. Il a choisi Hulk, qui est sorti quasiment en même temps que Terminator 3 et qui a été un énorme bide. John McTiernan, le réalisateur culte de Piège de cristal et à la poursuite d'Octobre Rouge, a lui aussi failli être engagé, sachant qu'il avait déjà bossé avec Schwarzenegger sur Last Action Hero. Le nom de Ridley Scott a également circulé, mais c'est finalement Jonathan Mostow qui a été choisi après avoir été repéré avec Breakdown et U-571. Mais bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Schwarzenegger était vraiment la seule chose à avoir, plus que James Cameron et Linda Hamilton, puisque l'actrice a refusé de revenir en Sarah Connor. Elle a par la suite expliqué que le scénario ne faisait rien de son personnage. Elle mourait à la moitié de l'histoire, et pour elle, c'était vraiment le film de Schwarzenegger et John Connor. Donc elle a préféré décliner. Résultat, ils l'ont tuée, mais pas à l'écran, puisqu'on apprend que Sarah Connor est morte d'une leucémie entre Terminator 2 et Terminator 3. Maintenant qu'on a tout ça en tête, on peut un peu mieux comprendre pourquoi Terminator 3 ressemble à un vulgaire blockbuster. Il a été conçu comme tel. C'était une opération de business avant d'être un film. Il fallait absolument faire un Terminator 3. C'était incontournable d'un point de vue commercial, et tant pis s'il rencontrait des problèmes pour créer une nouvelle histoire. Les scénaristes John Brancato et Michael Ferris ont expliqué qu'au départ, en écrivant Terminator 3, ils avaient vraiment essayé de ne pas répéter la formule des 2 précédents films. Mais ça ne marchait pas, sauf à prendre le risque de trop perturber les gens venus voir un Terminator, donc tout le monde a fini par accepter que c'était inévitable de refaire plus ou moins pareil. Du moins pour cet épisode, puisque Terminator 4 fera un grand saut dans le vide et dans le futur pour montrer le monde post-apocalyptique. Et ça, c'était possible uniquement grâce à la grande idée de Terminator 3, la fin du film et du monde. C'est ça le truc intéressant pour moi dans ce film. L'enjeu de Terminator 2 était d'empêcher le jugement dernier, parce que Sarah Connor croyait en la possibilité de changer le cours des choses. No fate, pas de destin, comme il disait. Et pourtant, on voyait bien que l'idée d'un grand destin qui dépasse et écrase les personnages était là, très forte. Kyle Reese, qui est le père de John Connor, et Skynet, qui est rendu possible uniquement grâce à la puce du Terminator dans le premier film. Ou encore là, avec Kate et John qui étaient censés être ensemble, et Terminator 2 a juste repoussé leur rencontre. Ça se mord la queue, comme dans toute bonne histoire de voyage dans le temps. Les personnages se débattent dans tous les sens, pensent pouvoir réécrire leur histoire et celle du monde, mais pas vraiment. Et James Cameron voulait de toute évidence insister sur cette idée puisqu'il a changé la fin de Terminator 2. L'épilogue devait sauter plusieurs dizaines d'années dans le futur et montrer Sarah Connor qui a vieilli, John qui est devenu sénateur et qui a une petite fille, dans un monde sans Skynet et sans jugement dernier. Bref, une fin heureuse qui prouve que oui, ils ont changé le cours des choses. Mais à la place, Terminator 2 se termine avec beaucoup moins de certitude et de visibilité. Ok, ils ont réussi, mais pour combien de temps? C'est ça le sujet de Terminator 3 et franchement, si vous n'avez pas vu le film et que vous êtes devant cette vidéo, faudra pas vous plaindre du spoiler qui arrive. À la fin de Terminator 3, le jugement dernier se produit. Et ça, personne ne l'avait vu venir, ou plutôt personne ne voulait le voir venir. Parce qu'en fait, le Terminator le répète plusieurs fois, dès leur première discussion. Il dit à John qu'il doit l'emmener en lieu sûr et qu'ils ont simplement repoussé le jugement dernier. Plus tard, il répète qu'il n'y a plus assez de temps et que sa mission est de les garder en vie, Kate et lui. Même le père de Kate leur dit avant de mourir. Mais John Connor ne veut pas l'entendre et le public, bercé d'illusions grâce à Terminator 1 et 2, non plus. Évidemment qu'ils vont éviter le jugement dernier encore une fois. Ce sont des héros et les héros, ça sauve le monde, même à travers le temps. D'ailleurs, une fois dans le bunker à la fin, John Connor a besoin d'encore plus de temps pour l'accepter.
Kate l'a déjà compris, et le petit décalage avec lui nous permet de vraiment saisir ce qui se passe. Et ça aussi, c'est une très belle idée. Le vrai climax de Terminator 3, c'est pas le combat dans le hangar entre les deux hélicos qui se crashent et les deux Terminators qui se battent encore une fois. Ça, c'est le cahier des charges à Hollywood. Faut que tout explose, c'est ce que le public attend d'une telle superproduction. Alors certes, mais ce n'est pas ça la résolution du film. La fin de l'histoire se déroule dans le bunker avec simplement deux personnages qui sont seuls, face à des chaises vides et un monde en train de mourir. L'humanité a perdu, mais eux, ils ont gagné le droit de survivre en laissant derrière eux des milliards de cadavres. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on attend dans un blockbuster de ce type, parce que cette fin n'est ni agréable, ni spectaculaire, ni réconfortante. Et on se retrouve à observer des images d'apocalypse qui, cette fois, ne sont pas des visions du futur, mais du présent. Et les personnages, comme nous devant l'écran, ne sont plus que des spectateurs. C'est là que ça devient malin d'avoir fait une espèce de remake de Terminator 2. On prend presque les mêmes et on recommence. On change le T-1000 en TX, on prend une femme au lieu d'un homme, on rajoute des gadgets et voilà, on a un nouveau film. Et nous on se dit devant l'écran, ok, ils se sont pas foulés, ils se foutent un peu de nous. C'est pas forcément faux, puisque comme on l'a vu, Terminator 3 était une machine de guerre commerciale. Mais derrière ce numéro d'enfumage hollywoodien, derrière cette répétition scénaristique, il y a aussi quelque chose de malin. Pendant qu'on se demande à quel point ce film sera un remake du deuxième, et jusqu'où on peut accepter d'être pris pour des veaux, on se fait avoir. Comme John Connor, on pense que c'est dans la poche, que ça va encore une fois bien finir, et qu'ils vont empêcher l'apocalypse en appuyant simplement sur un bouton. Mais non, là il faut lâcher prise et accepter que c'est foutu. Ça résonne d'ailleurs avec deux autres éléments dans l'intrigue. Sarah Connor est morte avant ce film, et John Connor va mourir après, dans le futur, tué par le Terminator. Les deux piliers de la saga sont donc bel et bien mortels, ça aussi c'est immuable, et il faut faire avec. Terminator 3 se termine ainsi en faisant le contraire des deux précédents, avec la défaite des héros, des humains, et avec la fin du monde. L'enjeu ici n'était plus d'essayer de l'éviter parce que c'est impossible, il s'agissait simplement de limiter la casse et sauver quelques personnes importantes en se projetant déjà dans l'après-fin du monde. Et ça fait mal à John Connor et au public de Terminator qui pensait jusque-là que c'était encore possible de réécrire l'histoire. Cette fin est d'autant plus amère que Terminator 3 commence avec un John Connor perdu. Lui qui a grandi en ayant en tête qu'il va devenir le chef de la résistance et qu'il va aider à sauver l'humanité, se demande ce qu'il est censé faire en attendant. Après la fin du monde, il sera un héros, mais avant, c'est personne. Il attend, mais il attend en fait quelque chose d'horrible. Sa vie n'aura de sens que lorsque quasiment toute forme de vie aura été anéantie. Il l'explique lui-même dans le film. Imagine, t'es voué à faire un truc important, mais quelque chose de terrible doit arriver avant. Tu pourrais pas vivre sans avoir essayé d'empêcher ça, mais ce « mais » qu'il prononce dans le film est lourd de sens et rend toute la fin de Terminator 3 encore plus noire. John Connor peut enfin devenir qui il est censé être, mais le prix à payer, c'était bel et bien la fin du monde. Et il faut juste arrêter de se battre contre ça. Cette bataille est perdue et il faut passer à celle d'après. Si j'ai passé autant de temps à expliquer les coulisses de Terminator 3, c'est pas uniquement parce que j'aime ces histoires, c'est aussi parce que ça a permis à cette fin apocalyptique d'exister. Comme je le disais, les gens qui ont mis de l'argent sur ce film voulaient deux choses, un Terminator avec Schwarzenegger. Le reste, ils s'en foutaient plus ou moins, et c'est ce que le réalisateur Jonathan Mostow a confirmé en interview avec Vulture en 2021. Il explique que le film a été financé de manière indépendante dans le sens où l'argent au départ ne vient pas des gros studios. Eux, ils sont arrivés après pour acheter les droits de distribution, donc ils n'étaient pas réellement impliqués dans la production. Le réalisateur explique que deux personnes, une chez Warner et une chez Sony, ont lu le scénario qui était évidemment protégé à double tour. Ils ont dit oui, ont vu le film une fois terminé, et voilà. Jonathan Mostow explique donc qu'ils ont pu faire ce qu'ils voulaient avec Terminator 3, sans interférence des studios. Et pour lui, c'est une évidence. Jamais il n'aurait pu faire cette fin si ça avait été un pur film de studio contrôlé de A à Z par un studio. Le réalisateur explique aussi qu'ils ont tout fait pour garder cette fin. Ils ont repoussé au maximum les projections, les avant-premières, les critiques pour que ce soit une surprise. Il pense que ça a peut-être joué contre le film qui aurait peut-être attiré plus de gens en salle si on leur avait vendu un film qui n'était pas juste une espèce de remake de Terminator 2, mais bon, ça on ne le saura jamais. Et au-delà de cette fin qui pour moi donne tout son sens à Terminator 3, il y a quelques autres choses que je trouve réussies dans ce film. Parfois, ce sont de petites idées, comme avec l'apparition des deux Terminators. La TX apparaît dans une vitrine de magasin au milieu de mannequins, et juste après, elle regarde une pub pour des sous-vêtements et fait gonfler ses seins pour s'adapter à ce monde qu'elle a visiblement très vite compris. De son côté, Schwarzenegger débarque dans un club de striptease où une horde de femmes l'accueille en hurlant, et il pique les fringues d'un stripteaseur qu'il portera donc durant tout le film. On est dans du Terminator qui est déjà passé dans la moulinette pop culture. Ce sont des mascottes, des poupées, des objets d'adulation et de fantasmes plus ou moins déviants qui sont là pour donner au public ce qu'il veut. Hommes ou femmes, ils sont là pour le plaisir de certains yeux, ils répondent à des envies ou plutôt des instincts et ça fait désormais partie du jeu. Et on parle bien d'un jeu, c'est pour ça qu'il y a autant d'humour et qu'on a eu droit à cette image malheureusement mémorable. Autre idée que j'aime beaucoup, la TX qui passe son bras à travers le thorax d'un flic pour prendre le volant de la voiture.
Ça c'est méchant et réjouissant, surtout dans un film globalement pas très violent. Ça ce sont de petits éléments que je trouve malins, mais sinon il y a de très gros trucs que j'apprécie dans Terminator 3 parce qu'ils n'y sont pas allés de main morte. C'est un blockbuster, donc quand ça pète de mille feux. Première rencontre entre les deux Terminators, il arrive avec sa bagnole, écrase la TX dans un mur et paf, tout explose. Parce que pourquoi pas, c'est joli quand même. Plus tard, quand il se débarrasse de sa cellule défectueuse en la jetant par la fenêtre de la voiture, ça provoque tout simplement une petite explosion dans le désert. Alors ok, oui, c'est un élément qui sera réutilisé à la fin, donc c'est pas totalement gratuit, mais bon, un petit peu gratuit quand même. Mais s'il y a bien une scène qui illustre parfaitement cette générosité absurde, c'est l'affrontement avec le camion grue imaginé par le réalisateur Jonathan Mostow et le coordinateur de cascade et réalisateur de deuxième équipe Simon Crane, dont le CV va de Braveheart à Rogue One en passant par La Momie et Quantum of Solace. Je parle de cette scène où la TX est au volant de ce véhicule en plus de piloter à distance plusieurs voitures de flics. Elle fait aussi péter un camion de bonbonnes de gaz ou je ne sais quoi, on s'en fout parce que ça explose comme un feu d'artifice et c'est tout ce qui compte, et surtout, elle détruit je ne sais pas combien de voitures, de poteaux électriques, de bâtiments et de mètres de bitume pour essayer de tuer John et Kate, tandis que le gentil Terminator arrive à moto pour essayer de l'arrêter. Après, il se retrouve accroché au bout de la grue et retourne une ambulance d'un coup de pied, et ensuite c'est lui qui passe à travers les bâtiments pour tout exploser. Et à la fin, ça explose encore plus et le camion grue est ratatiné. Bon alors là c'est vraiment du destruction porn, hein, et c'est bien si on aime ça, c'est vraiment bien. Rien que ce plan, tout simple, qui permet d'admirer le chaos, je trouve ça réjouissant. Surtout qu'on dirait vraiment des gosses qui s'amusent. On a les voitures de flics, le camion de pompiers, l'ambulance, le camion grue, c'est quasiment un rayon de jouets de la grande récré qui prend vie version blockbuster hollywoodien durant 5 petites minutes spectaculaires qui ont dû bouffer une grosse partie des 200 millions de budget. Pour vous donner une idée de l'envergure du tournage, ils ont construit un morceau de rue d'environ 500 mètres dans une zone appartenant à Boeing, dont ils ont réutilisé quelques façades de bâtiments. Et ils ont utilisé jusqu'à 14 caméras en simultané pour la scène où le Terminator passe à travers l'immeuble avec les baies vitrées parce qu'il n'avait droit qu'à une seule prise, après tout était littéralement en morceaux. Voilà ce que c'est un film à 200 millions de dollars à Hollywood, pour les meilleurs, mais aussi pour le pire. Parce que je suis nettement moins fan de la dernière partie du film, notamment de cette baston dans les chiottes qui a été survendue à l'époque, quand ils ont expliqué qu'ils avaient passé 1 mois à la répéter et 2 semaines à la tourner, vu que quasiment tout le décor est réduit en miettes. Alors moi, à chaque fois que je la revois, je me dis que c'est quand même légèrement débile, parce qu'on a deux Terminators qui se sont déjà affrontés plusieurs fois dans le film, à coups de camions grues, roquettes et explosions. Et à la fin, ils décident de se taper dessus en se faisant passer la tronche dans les cloisons, les urinoirs et écarlages des toilettes d'un bureau. Bon, ok, lui on peut comprendre parce qu'il est moins performant, donc il est censé essayer de la ralentir. Mais elle n'a plus de temps à perdre à ce stade. Donc je trouve que c'est vraiment artificiel, on dirait une démonstration technique et une séquence qui a été pensée en amont avant d'être mise de force dans le scénario à un endroit et donc au mauvais endroit pour moi. Je pense que ça aurait beaucoup mieux marché au début du film par exemple, pour ensuite avoir un crescendo niveau armes, outils et stratégie de combat. Et en plus cette scène nous amène à l'un des pires gros ratages de Terminator 3 pour moi, c'est le coup du gentil Terminator reprogrammé pour redevenir méchant. Refaire de Schwarzy un ennemi, pourquoi pas, après tout ce film recycle plein d'idées des précédents Terminator. Mais le coup du Terminator qui lutte contre lui-même et reprend le contrôle de son corps parce qu'il veut pas tuer John Connor, parce qu'il l'aime, pour respecter sa mission initiale, blabla. Alors là pardon, mais non, c'est nul, c'est bête, c'est écrit avec les pieds, et donc jouer avec les pieds quand Schwarzenegger se retrouve à passer ses nerfs sur une voiture pour épargner John, avant de se mettre en veille. Et en plus ça sert à quoi ce faux événement qui occupe 2 minutes du film? On peut le dégager et ça change rien. En fait j'ai envie de dire que Terminator 3 souffre du même syndrome que Jurassic Park 3. Après 2 épisodes signés par un grand réalisateur, on essaye de continuer la franchise et on passe le relais à quelqu'un d'autre qui a la lourde tâche d'essayer de renouveler la formule sans trop la changer pour ne surtout pas perdre le public déjà acquis et qui s'en sort plutôt honorablement, avec un certain savoir-faire et de bonnes idées malgré un cahier des charges à respecter. D'ailleurs on voit un peu la même ficelle dans les deux sagas, amener un nouvel ennemi, que ce soit un dinosaure mutant ou un nouveau Terminator encore plus fort, pour essayer de vendre du rêve. En 2003, Terminator 3 a rencontré un succès modeste avec environ 430 millions de dollars au box-office mondial pour un budget proche des 200 millions hors promo. Mais en 2009, Terminator Renaissance a fait encore moins bien avec environ 370 millions pour un budget équivalent. En 2015, Terminator Genesis a un peu remonté la pente avec un score similaire à Terminator 3, mais en 2019, Terminator Dark Fate a dégringolé avec seulement 260 millions, toujours avec un budget comparable. Durant tout ce temps, la saga est passée entre les mains de divers studios et producteurs qui ont tous essayé de relancer la franchise avec des plans de multiples suites qui ont toutes été annulées. Et ça a commencé dès Terminator 3 puisqu'au départ, Nick Stahl et Claire Danes étaient censés revenir dans un Terminator 4, mais les producteurs ont changé les plans et décidé de sauter beaucoup plus loin dans le futur avec des acteurs plus âgés, même si bon, Christian Bale a seulement 5 ans de plus que Nick Stahl, donc ça sent la fausse excuse. Ce qui ne veut pas dire que Terminator Renaissance ne mérite pas d'être réévalué parce que là aussi on a quelques bonnes idées et scènes hyper intéressantes et en plus on a une saga qui ose enfin avancer au lieu de tourner en rond. J'en parle en détail dans cette vidéo parce que ce film est peut-être le dernier
dernier épisode qui aurait vraiment pu sauver cette passionnante saga, qui est désormais dans un piteux état. C'est triste, mais c'est peut-être pas plus mal de la laisser dans son cercueil à ce stade. Allez, je m'arrête là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt. Stop.